Oh, Jeff Fillion. Radio X. Ça nous amène à 12h15 sur Radio X. Mon nom est Jeff Fillion. On est avec JC, Jerry, Mr. White est à la production. Et on a avec nous au téléphone le docteur Mathieu Simon, qui est chef du service de soins intensifs à l'Université Laval, qui est l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie, et qui est également un hôpital COVID, si je me trompe pas. Docteur Simon, bon midi, bienvenue à Radio X. Bonjour, M. Fillion, merci. Racontez-nous un peu comment ça va votre hôpital, ou encore même sur la rive nord de la région, donc la capitale nationale. Les chiffres que nous voyons semblent très, très bons. Qu'est-ce que vous voyez sur le plancher? Ils sont excellents, les chiffres, puis félicitations à tous les gens qui ont contribué à cette fin de deuxième vague. Écoutez, sur la rive nord et sur la rive sud, dans la grande région de Québec, en dedans d'une quinzaine de jours, les patients de soins intensifs ont baissé des 2/3. Si bien qu'on a commencé à refaire d'autres activités en oncologie, en chirurgie cardiaque et autres choses qui consomment des lits de soins intensifs puis qu'on pouvait pas vraiment faire au moment où, en janvier, la deuxième vague nous a rattrapés. Alors, tout le monde est bien heureux. On est épuisé, mais l'atmosphère est meilleure qu'elle a déjà été. Est-ce que le personnel commence à revenir tranquillement? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient été soit isolés pour 14 jours parce qu'il y avait des éclosions à tout bout de champ? Est-ce que vous recommencez à prendre le contrôle sur le personnel à l'intérieur des unités? Oui, pour les activités régulières, mais aussi pour le côté COVID? Oui, la vaccination a ordonné beaucoup de liberté au personnel. Ça demeure quand même fragile parce qu'écoutez, il y a beaucoup de congés. Dans le réseau de la santé, il y a beaucoup d'absentéisme pour congés de maternité, de maladie et autre chose. Puis la COVID a juste montré combien on était serré dans la ressource humaine, qui est la ressource la plus importante du réseau. Puis je remercie nos infirmières, nos préposés, les inalos, tous ceux qui ont passé à travers cette vague-là. C'est eux autres qui ont vaincu la deuxième vague et non pas seulement les docteurs. Dites-moi donc, on a parlé avec le docteur Dontigny il y a peut-être une semaine ou à peu près. Docteur Dontigny, on sent que la santé publique marche sur des œufs toujours. Il y a le côté politique, il y a le côté de la santé publique. Monsieur Dontigny nous avait dit, rendu à tel nombre de cas par jour, avec à peu près tel nombre d'hospitalisations, on sera capable, dans la région de Québec, ça continue à aller en orange rapidement. Finalement, ça s'est pas produit. Il y a des rumeurs comme de quoi qu'on pourrait l'être aux alentours du 22, mais il y a quand même des menaces pour la semaine de relâche. Est-ce que vous êtes surpris quand même que on soit pas je dirais orange, mais c'est un orange un peu modifié par rapport au mois de septembre. C'est un orange pour avec les restaurants ouverts et les gyms, dans le fond. Le reste, les regroupements d'amis, ces choses-là, c'est pas toléré. Mais est-ce que vous êtes surpris qu'on est encore en rouge dans la région de Québec et même pour Chaudière-Appalaches? Écoutez, oui et non. C'est pas moi qui est impliqué dans ces discussions-là, mais je peux vous donner mon interprétation. Le gouvernement marche sur des œufs, puis je pense que politiquement et moralement, ce qu'ils veulent pas faire, c'est revenir en arrière à nouveau dans une espèce de troisième forme de confinement, et ils veulent y aller prudemment. Là, ils ont déconfiné cette semaine 6 régions qui sont des régions un peu moins populeuses, et je vois ça moi comme une expérience de médecine, c'est-à-dire que si le déconfinement là-bas se produit correctement, ils vont se sentir beaucoup plus confortables. Donc, il y a les résultats de cette expérience-là dont on va connaître les résultats d'ici 10 jours, 2 semaines sur la montée des cas. Il y a également le fait que les régions qui ont été déconfinées sont très dépendantes des grands centres, Montréal, Québec, si jamais il y a une éclosion. C'est-à-dire qu'en Gaspésie, si vous tombez très malade de votre COVID, il n'y a pas beaucoup de soins intensifs dans ce coin-là, donc ils doivent s'assurer que la situation est sous contrôle à Montréal et à Québec pour faire face à une éventuelle éclosion, comme je vous dis, qu'on va connaître dans 10 jours, 14 jours peut-être. Alors, je pense qu'il y a une espèce ils vont très prudemment. Moi aussi, je suis tanné de ces mesures-là, je vous le concède, mais je les comprends. Peut-être que je les comprends plus facilement parce que je regarde la mort tous les jours en pleine face à cause du COVID depuis 1 an, là. Mais je peux très bien percevoir l'écœurite qu'il y a dans la population. Mais l'écœurite serait encore pire s'il fallait qu'on déconfine puis que dans 1 mois, à la faveur d'une semaine de relâche trop libérale ou autre chose, on se retrouve encore à marcher en arrière, là. Regarde, vous parlez de la semaine de relâche. On a été quand même un peu surpris. Oui et non. On a été surpris un peu hier à 3 semaines de l'événement, alors qu'un paquet de parents ne veulent pas nécessairement. La semaine de relâche, mais on va être là pareil. Donc, à va arriver. Les gens voyageront pas, donc ils iront pas à l'extérieur. Il y aura pas de Cuba cette année. Il y aura pas de place comme ça. Les gens, certains ont pensé d'avoir des chalets, aller faire du ski à un endroit ou un autre. Mais là, on semble sentir que
il y a une crainte par rapport à la relâche, puis on pourrait y aller avec les rumeurs couvre-feu plus tôt, peut-être plus de contrôle pour les centres de ski, les contrôles des régions également pour pas amener le virus de Montréal vers les régions qui sont actuellement en orange. En tout cas, toutes les raisons sont là pour qu'il y ait de la méfiance. Puis là, on a dit, et je vais les citer, je cite le premier ministre, il dit « On ne veut pas, à la semaine de relâche, que se reproduise ce qu'on a vécu à Noël et au jour de l'an. » Mais à Noël et au jour de l'an, puis je sais que vous étiez de ceux qui étaient très inquiets par rapport au comportement des citoyens à ce moment-là. Mais le data nous montre, tout de suite après le jour de l'an, donc la semaine qui a suivi le jour de l'an, qui aurait été supposément la semaine de pic et avec le plus grand nombre si les gens avaient été indisciplinés à Noël et au jour de l'an, on se rend compte que c'est la première semaine de janvier et la deuxième de janvier où finalement, on commence à descendre. Donc, le pic était pendant Noël et pendant le jour de l'an. Et si je me fie aux 10-14 jours que vous venez de parler, ben c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, pourquoi cette crainte si, justement, à Noël et au jour de l'an, malgré qu'on était inquiet sur le comportement que les gens auraient pu avoir, le data nous montre que il n'est pas arrivé l'explosion de cas qu'on pensait? Écoutez, vous posez d'excellentes questions, puis il y a des réponses qu'on n'a pas encore, puis qu'on n'aura peut-être jamais. Très certainement, le pic à Québec, puis dans l'est de la province, avait commencé à la fin novembre, si bien que les gens ont probablement mieux pris en considération les mesures sanitaires pour le jour de l'an. Par contre, à Noël, du côté dans les 2 premières semaines de janvier, à Montréal, ça a été une explosion avec un risque de saturation, puis on se rappellera que pendant ce temps-là, on parlait du protocole de triage, puis de sélectionner qui est-ce qui va vivre et qui est-ce qui va mourir, des choses dans lesquelles on ne veut pas aller. Donc, il y a toujours un délai qui va de 10 à 21 jours entre l'infection puis l'admission à l'hôpital et aux soins intensifs. Et après ça, ces patients-là s'accumulent dans les unités de soins intensifs parce qu'ils restent en moyenne 2 semaines et demie. Et donc, il y a un décalage entre les cas quotidiens et l'achalandage des hôpitaux. Si bien que le premier ministre, j'imagine, veut être extrêmement prudent. Encore une fois, vous savez, en politique, là, une des pires choses qu'on peut faire, c'est revenir en arrière. Puis en morale, c'est également la pire chose qu'on peut se faire, revenir en arrière. Alors, dire à un enfant, on s'en va à Walt Disney pour Noël, puis en novembre, dire, on n'y va plus. Ça c'est bien pire que de dire, on verra bien, puis on ira si on en a les moyens puis le temps, là. Alors, c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Puis, l'autre chose qui s'est produite dans la population, c'est que à chaque fois qu'on a donné j'allais utiliser le mot permission, mais c'est triste parce que, en fin de compte, on n'a pas à avoir la permission pour faire une vie normale, techniquement, dans d'autres circonstances. Mais à chaque fois qu'on a jeté du lest, prenez l'Halloween, par exemple, les gens perçoivent ça comme une liberté plus grande que celle qui est voulue. À l'Halloween, on est passé d'à peu près 1000-1200 cas par jour à 1800-2000, puis ça a été le début du pic, du deuxième pic. Puis c'est pas parce que les gens qui ont passé l'Halloween se sont contaminés, c'est parce que ça a été perçu dans la population comme le COVID c'est fini, laissons tomber la garde un peu, puis c'est ça qui a été le début de la deuxième vague véritable. J'ai pas vos compétences, puis je vous crois à 100% sur tout ce que vous dites, mais je suis un maniaque de chiffres et de data. Je veux remercier mon père qui était dans des maths toute sa vie. J'ai cette piqûre-là un peu. Et ce que je vois, par contre, c'est, vous avez raison sur les stats concernant l'Halloween, sauf que peu importe la juridiction qu'on va regarder, peu importe si on regarde par État, par province, par pays, on dirait que peu importe le comportement qui était demandé à la population, les sacrifices demandés ou encore plus de liberté pour certains endroits. Tout ce qu'on raconte là, ces pics-là sont quasiment, quand on prend tous les chiffres un par-dessus l'autre et qu'on met les graphes un par-dessus l'autre, on a les mêmes pentes, les pics quasi au même moment, presque à une semaine près peut-être pour les pires. Et c'est la même chose pour la descente actuelle. Est-ce que vous pensez qu'on a finalement peut-être surévalué notre capacité à avoir un mot à dire dans ce qui arrive? C'est-à-dire qu'on dirait que la nature a fait sa place, que le virus a pris sa place, il est venu faire le dommage qu'il y avait à faire. Là, il semble se retirer, il se comporte un peu comme un virus saisonnier. L'hiver est pas terminé, on verra qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, mais il a l'air à se comporter comme un virus saisonnier. Puis je comprends que moins on a de contacts, moins on a de chances de faire exploser les cas, ça va de soi. Mais il y a quand même, il y a vraiment des choses qui sont identiques d'une juridiction à l'autre, puis peu importe ce qu'on a fait. Donc, il y a des endroits où les gens sont hyper disciplinés, il y a des gens où il y a des endroits où sont un peu plus yéyés.
Et les courbes sont exactement pareilles. Vous voyez ça comment, vous, de votre côté, quand vous regardez ça? C'est une excellente observation, M. Fillon. Puis effectivement, si on prend à peu près toutes les courbes de tous les pays, on se rend compte qu'elles sont très similaires, c'est-à-dire une première vague centrée sur le mois de mai, moins importante, plus courte, puis une espèce de montée des eaux à partir de la fin novembre, là, ou mi-novembre, jusqu'à il y a 2 semaines, puis ça baisse tout en parallèle. Vous savez, je pense que votre observation, on le verra avec le temps, que ce virus-là est saisonnier, c'est adéquat, mais vous savez, même la grippe qu'on n'a pas vraiment eue cette année, c'est saisonnier, mais pas parce que c'est le mois de décembre, puis le mois de janvier, puis la grippe décide de sortir de son garde-robe. C'est juste parce que ce sont les mois qui correspondent au plus d'interactions sociales dans des milieux fermés. Au Canada, vous chauffez en plus dans les maisons, alors vous rendez vos muqueuses respiratoires plus fragiles au virus, puis qui d'entre nous, pendant les mois d'hiver, n'a pas le nez qui coule, une sinusite, une grippette, quelque chose comme ça? Alors oui, c'est saisonnier, puis moi je m'attends effectivement avec la sortie vers des activités en plein air, quand le printemps va revenir, est-ce que le virus baisse? Trump avait dit qu'il allait disparaître, ça n'a malheureusement pas été le cas. Et au fur et à mesure que l'immunité collective, soit parce qu'on a fait le virus, soit parce qu'on a été vacciné, va s'étendre, ça va probablement devenir comme les autres coronavirus qu'on connaît, parce qu'on en connaît beaucoup d'autres coronavirus. C'est des agents qui donnent des rhumes, qui donnent des infections respiratoires bénignes, puis on les recherche même pas, parce qu'on va pas à l'hôpital pour ça, puis c'est pas mortel, en tout cas très rarement. Donc oui, j'ai espoir que ce soit ça, mais j'ai espoir. J'essaie d'être un homme de science, puis j'essaie de pas prendre mes espoirs pour de la vérité. Puis vous comprendrez qu'avant que je puisse vous dire avec certitude que ça a été le cas, ça va prendre quelques années. Mais j'ai espoir effectivement que le COVID ne soit pas une fatalité qui nous revienne dessus à chaque année avec des confinements, déconfinements, puis on recommence. Est-ce qu'on exagère avec on exagère jamais avec quelque chose qui attaque nos personnes plus faibles, mais je veux dire, est-ce que il y a beaucoup d'histoires médiatiques derrière les variants? Parce que semblerait, de ce que je peux comprendre, que des variants depuis le début, il y en a eu plusieurs. C'est assez rare qu'on s'est arrêté à un variant par rapport à un autre. On dirait même qu'il y en aurait plus de 200 depuis le début. Donc, de ce que je comprends, un virus est toujours en train d'essayer de se transformer. Puis ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'un virus, ça veut pas mourir. Ça veut pas tuer la personne dans laquelle c'est. Ça veut continuer de vivre, puis ça veut continuer d'aller se promener de un à l'autre. Ça veut vivre. Donc, est-ce que c'est nouveau l'histoire des variants où il y en avait déjà depuis le début? Et est-ce que c'est si dangereux ou c'est une game médiatique pour continuer toute la pièce de théâtre dans laquelle on est des fois de temps en temps quand on écoute les médias, là? Écoutez, vous n'êtes pas juste bon en mathématiques, vous êtes fort en virologie. Vous avez raison. Un virus ne peut pas tuer son hôte parce que sans hôte, un virus, ça peut pas se reproduire. Donc, un virus qui tue, c'est pas un très bon virus en termes de propagation. Ce qui arrive, là, c'est qu'un virus, ça se reproduit à une vitesse folle. Et puis, une fois de temps en temps, comme quand on se reproduit tous à une vitesse trop folle, il se produit des erreurs génétiques. Et donc, il y a une mutation dans le virus. Puis effectivement, vous avez raison, il y en a des variants du COVID, il y en a au moins une vingtaine de connus. Est-ce qu'il y en a 200? Je ne sais pas, parce que ça dépend de ce que tu appelles un variant. Ça, je laisse ça aux virologues. Mais, grosso modo, ce qu'on a vu, c'est que des variants sont apparus à des endroits où il y avait une très forte propagation du virus, notamment en Angleterre et en Afrique du Sud. Puis donc, ça se comprend. Si dans ces zones-là, le virus se reproduit à une vitesse folle, c'est là que des erreurs génétiques vont se produire puis qu'il y a un nouveau variant. De là à dire que le nouveau variant est plus contagieux, là, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il y a un variant qui est apparu parce que le virus était porté par plus de gens et permettait donc les variations génétiques, ou est-ce que c'est l'inverse? Puis présentement, il n'y a aucune évidence solide qui montre que les différents variants, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., sont soit plus contagieux ou plus mortels que le précédent. Puis il n'y a pas encore d'évidence, mettons, qu'elle soit insensible à la vaccination. Donc, il y a beaucoup de spéculation. Mais vous savez, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde d'instantané, dans les médias et ailleurs, et puis on essaie de spéculer. Puis malheureusement, ça réussit pas tous les jours, là, comme dans Game Shop.
Oui, effectivement. On aurait aimé ça être là au début. Hein. Merci, docteur Simon, merci. Très le fun de vous jaser. Puis on prend ça prochainement. C'est bien le fun de jaser. Je pense qu'on va s'en tirer tous ensemble, M. Filion. Puis merci de l'invitation. Je suis à votre disposition si ça vous tente à nouveau. Oui, on va le refaire, c'est certain. Salutations à tout le personnel, incluant mes nombreux amis que vous connaissez très bien à l'hôpital Laval. Bonne journée. Oui, il vous salue, j'en suis sûr. Bonjour. Oui, je sais, bye. Donc, monsieur docteur Simon, qui était très bon, là, très très le fun de jaser avec lui. Donc, on va se reprendre, c'est certain. Voilà, regarde que c'est que j'ai tout passé mes questions. Je sais pas si vous en aviez d'autres de votre côté, mais tout est clair. L'histoire des variants, c'est très important pour moi. Il y a quelque chose faut toujours se rappeler que il y a des gens qui sont là pour quelque chose. Ils sont là pour avoir de l'écoute. Puis nous autres, on est là-dedans aussi. Là. On le fait peut-être de différentes manières. Puis on essaie. Il y en a qui essaient de jouer avec une certaine vérité. Il y en a d'autres qui essaient de jouer, oui, avec la vérité. Tout le monde. Je pense que tout le monde, dans le fond, veut avoir quelque chose où ils n'ont rien à se reprocher. Mais il vient dans une genre de bulle médiatique comme nous avons actuellement. Les gens essaient que ça dure le plus longtemps possible. Donc, les variants, faut le regarder, faut suivre qu'est-ce qui arrive avec ça. Mais la manière que c'est amené dans les médias, faut faire très attention à ça. Puis j'aurais pu même rajouter au docteur Mathieu que docteur Simon, en fait, qu'on était dans une période où ce que je dirais le United Kingdom, donc Grande-Bretagne, Irlande, l'endroit où ce que le fameux variant britannique est venu au monde. Même chose pour celui de l'Afrique du Sud. Actuellement, c'est des pays où justement le virus du corona est en train de descendre le plus rapidement. Donc on vous le dira pas. Je sais pas pourquoi à TVA on veut pas vous dire ça. Je sais pas pourquoi on veut juste vous donner le bout qu'un variant peut être là puis qu'il est quasiment en train de tuer du monde du côté de l'Abitibi. En passant à l'Abitibi, la raison pourquoi il y aurait un variant britannique, merci à un des médecins justement, l'hôpital Laval me dit que la raison c'est qu'il y a des mines. Et que dans les gens de mines, il y a des patrons, il y a des gens qui arrivent pour travailler. Ils voyagent beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la raison pourquoi, parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a énormément de mines aussi. Donc, des fois, il peut y avoir des gens qui voyagent pour affaires et qui font ils sont pas en vacances, ça. C'est vraiment des voyages où ils sont obligés de le faire. Et c'est peut-être pour la raison qu'on aurait ce variant-là. Mais, il y en a qui sont beaucoup stressés. Puis la semaine de relâche, ce qu'on veut vous mettre comme bâton dans les roues pour pas avoir un chalet dans une région autre que la vôtre, ce sera beaucoup basé sur le variant. Mais en tant que Québécois, on peut demander, dans le respect, à nos gens de nous prouver que le variant a fait des dommages à des endroits, puis que il est en train de mettre des feux dans des pays, puis que là le réseau de la santé de ces endroits-là est en train de s'écrouler. Donc on a le droit. Je sais que c'est mal vu de questionner. Je sais que on passe pour des idiots, on passe pour des gens pas fins, on passe pour des gens qui recherchent l'indiscipline, alors que c'est tout à fait banal que de demander d'avoir les arguments complets de la part des gens qui veulent nous enlever des libertés de base pour faire plaisir à nos enfants puis amuser nos enfants qu'on doit avoir pendant la semaine de relâche. Donc, il n'y a rien de grave à questionner. Faites-le, puis posez-le, puis si vous avez des gens, des amis qui vous gossent avec ça parce que vous posez une question qui est tout à fait banal, mais qui a l'air à faire choquer beaucoup de gens dans votre entourage, parce que c'est rendu là où on est rendu. Même des questions très banales semblent mettre le feu dans une page Facebook des fois. Oui. Mais continuez à garder votre focus, puis continuez à poser vos questions. Moi, je pense comme le docteur Simon, on est dans l'ultra-prévention. T'sais, pourquoi ils continuent? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Puis ça, je peux comprendre, le bout où ils ont peur, ils savent que le système de santé, il est pas capable de te faire run. Ils ont peur, je comprends. Mais ils sont pas là pour avoir peur. C'est plate, là. Je veux dire, on a tous le droit d'avoir peur, d'avoir c'est une émotion, là. Sauf qu'à un moment donné, ils ont peur, puis ils prennent des initiatives autres que m'embarrer dans la maison. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Mais s'ils m'enlèvent des droits fondamentaux parce qu'ils ont peur de la peur, puis de peur, ben là, moi, je veux dire, je comprends que là, on est comme... Le temps a fait que la moitié des Québécois se sont éteints. C'est triste, là. Mais c'est là que j'arrivais, là. C'est ça le point, là. C'est comme maintenant, il y a une balance à ça, là. Il y a des contre-coups à ça. Puis il faut que tu les mettes dans ta balance. La peur, elle pèse fort, je comprends.
Mais faut que tu arrives avec ces affaires-là dans ta réflexion à un moment donné, là. Oui, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Puis le 20-25%, Yann en parlait tantôt, le 20-25% de gens encore capables, puis je veux pas prendre le terme se battre, on est tous ensemble là-dedans, on n'est pas en train de se battre contre quoi que ce soit, là. Mais je veux dire, il y a des choses qu'on a le droit de questionner, il y a des patentes qu'on a le droit de pas comprendre. Puis je comprends que des fois c'est facile d'arrêter de vouloir se battre puis d'aller dans la gang de ceux qui sont en train de gagner, c'est-à-dire ceux qui font le plus gros party pyjama de l'histoire, là. Mais quand on va se sortir de là, c'est les 20-25% qui questionnent, qui sont des leaders naturels, qui sont des gens actifs, énergétiques, qui sont des auditeurs de Radio X, qui sont tannés, qui ont hâte de retrouver leur vie. Nous serons les leaders. Facile en ce moment d'abandonner. J'ai pensé dans le temps des fêtes. Regarde, j'ai pensé dans le temps des fêtes, ça a passé à un cheveu. J'ai pensé à abandonner faire de la radio. J'ai pensé abandonner. Puis go, on prend la facilité. Puis oui, puis on va faire ce qui. Parce que je manquais d'énergie, puis j'avais plus le goût de me faire traiter de covidio parce que on pose des questions qui brisent un peu le consensus, qui est rien de grave. Mais à force de se faire traiter de toi et non, tu viens à un moment donné à dire ça vaut-tu la peine? Pourquoi je fais ça? Ben, par après, je me suis convaincu qu'il faut. Parce que on a besoin de ça, on a besoin de vous autres, on a besoin des gens qui sont comme ça. Si tout le monde se laisse aller, c'est là où on aura un abus total, là. Puis je pense pas que nos dirigeants en ce moment sont des gens qui ont des mauvaises intentions. Sauf que la dérive, là, elle est pas programmée, puis elle est pas pensée. La dérive, elle arrive et on la subit. Donc, si on veut empêcher de continuer à aller dans cette patente-là, qui est pas un bon chemin, ben il faut que le peu d'allumés, on parle de 20-25%, c'est peut-être 30, c'est peut-être 35%. Je pense qu'on a besoin d'être hyper motivé. Je pense qu'on a besoin d'être là. Et le jour où ça va partir de l'autre bord, vous allez voir que ceux qui vous dénigrent en ce moment, il y a au moins la moitié de ces gens-là qui vont sauter dans votre bandwagon. Parce que c'est des gens qui changent ils changent de banc de poisson. C'est des gens très influençables qui regardent, ils sont toujours en train de regarder le vent. Ils veulent jamais être détestés, ils veulent jamais être dans les gens qui... Ils veulent pas être dans la différence. Ils veulent pas être différents. C'est ton point que tu me disais ce matin sur Radio Pirate. Ils veulent pas être différents. Donc, ils regardent où est, en tout cas, sans le savoir en détail, ils se disent, dans la scène, tu sais, dans l'arène publique, là, ça a l'air être les gens qui sont en pyjama qui mènent, ben je me mets en pyjama. Sauf que la minute que les leaders vont prendre la place pour partir, nous sortir, ces gens-là vont arriver. Il y a des indécrottables qui voudront pas, là, parce que eux autres, ils étaient même avant la COVID. Mais il y a beaucoup de gens qui auront besoin de leaders comme vous autres, de gens qui nous écoutent puis qui sont des leaders naturels, puis qui questionnent, puis qui acceptent pas tout ce qu'on leur met sur la plate, puis qui disent ah ouais, ben regarde, c'est ça qu'on m'a donné, c'est ça que je mérite. Non, ils sont pas de même naturellement. Mais ça, je pense qu'il faut continuer parce que là, la motivation, je sais que, tu sais, hier après, on a eu un coup de 2 par 4 dans le front. Là. Bon, oui. C'est l'histoire de la semaine de relâche, c'est arrivé de nulle part. Les chiffres. T'sais, les chiffres donnent espoir à tout le monde. Tout le monde dit hey, tabarouette, on s'en va vraiment. Puis on voit les restaurants ouvrir ailleurs. Puis là, on voit les chiffres. Puis il n'y a plus de monde à l'hôpital. Puis on dit hey, c'est à notre tour, ça s'en vient. Yes. Puis là, hier, bang! Une couple m'a écrit, m'ont dit ben là, moi, j'abandonne. Hey, faut pas abandonner. Faut pas abandonner. On est là. Et c'est surtout au moment où ça va partir qu'on aura besoin de ces gens qui sont... c'est des gens plus forts. Et je suis obligé de vous dire que ça fait partie de la nature. Il y a des gens... Il y a des gens qui se font entraîner, il y a des gens qui sont plus faibles, il y a des gens plus forts. Il y a des gens qui ont plus de caractère, qui ont plus de drive, qui ont plus d'énergie, qui voient plus clair, qui ont une meilleure grille d'analyse. C'est facile de sombrer en ce moment, mais sérieux, on a besoin de vous autres, faut pas lâcher. Donc c'était mon pep talk du midi. On est rendu avec qui après la pause, amis? Dan Pou, moi j'ai juste une question plate, par exemple. Au sein de l'État, penses-tu que le pourcentage est le même? Parce que le changement, il faut voir qu'il passe par là. Malheureusement, je pense que oui. Je pense que oui, mais ils sont pas assez forts. Les gens à l'intérieur sont écrasés. Ouais. Tu sais, c'est un peu une manière de vivre quand tu rentres là-dedans. Ils ont encore ça. On en connaît. Jerry, on en a eu un avant les fêtes qui est venu chez nous, qui est dans la machine, puis que lui, on le voit sur des réseaux sociaux, puis il est protégé avec une image de crinqué, là.
Lui, tu sais, il essaie de pousser à l'intérieur, il essaie de travailler fort, la patente, il essaie de brasser. Puis dans le réseau de la santé, il y en a plein, là. Pensez-vous pas qu'il y a pas du monde qui ont besoin de brasser? Moi, j'en connais, là, mais qui brassent la cage. J'ai toujours le feeling que c'est pas eux autres qui mènent. C'est ça qui me... Ben, c'est pas eux autres qui mènent, puis on peut pas les entendre, parce que si jamais publiquement ils sortent, le collège des médecins va les frapper. Ils vont se faire traiter de tout et non. Les policiers, Jean-Claude, les policiers... Quelqu'un me dit, je suis dans le nord du Québec, j'ai une business, il y a 2 policiers qui rentrent dans ma business, ils ont des gars de la SQ, ils ont un masque dans le visage de Radio X. OK? Donc là, ils rentrent, puis ils disent, ah ouais, c'est Radio X, parfait. Moi aussi, j'écoute ça. Ils sont loin, là. Je veux pas vous dire la place, là, mais ils sont loin. Ils sont vraiment loin. Et les policiers disent, hey, nous autres, c'est tout pareil, là. Au poste, tout le monde mais ils peuvent pas. Ils ont peur du gars de Laval. Ouais, c'est ça. Ils ont peur de passer pour le gars de Laval. Ils disent, on n'est pas des covidios, on n'est pas en train de dire que la COVID n'existe pas, mais on commence à être écœuré. Le masque d'en face à longueur de journée, ça commence à être insoutenable. Nos enfants font rien, on est écœurés. Ils ont toutes ces affaires-là, mais je les comprends de pas vouloir sortir puis commencer à le dire. Tu sais, moi, j'ai des staffs, j'ai plein de monde dans des grands hôpitaux de Montréal et de Québec. J'ai des ambulanciers, j'ai des médecins, j'en ai un puis 2. Faut leur parler parce que maintenant, il faut qu'ils prennent le bâton du leader. Là. Parce que la culture d'entreprise, ça, je sais que ça fait bizarre quand on parle de l'État, là, mais la culture d'entreprise dans l'État, dans l'appareil étatique, il faut changer ça. C'est la base de tout. C'est le syndicalisme, c'est les cadres qui gèrent, c'est du monde qui sont... mais mets-toi dans leur position. Mets-toi dans leur position. Ils veulent pas être mis à l'index. Ils veulent pas se faire pointer. Ils ont peur de perdre leur job. Exactement. Je comprends. Ils ont peur de perdre leur job. Comment on vire ça? Regarde, on jasera de ça jusqu'à 3h après-midi, là, mais comment on change ça, une culture d'entreprise aussi grosse, flasque... En tout cas, regarde, mais je t'en rajoute d'une autre façon. Denis l'infirmier dit... Donnez-nous la gestion locale. Ouais. Ça commence par ça. Effectivement. La décentralisation. Nous autres, on sait c'est quoi nos affaires ici. C'est peut-être pas la même affaire à l'autre hôpital. Mais nous, ici, on sait comment arranger la patente. C'est ça qu'il dit, Denis. Tu disais, Jerry? Moi, puis on s'en est parlé ce matin. Moi, je pense que aussi, les Québécois aiment pas ça, être à part des autres, se faire mettre à l'index. Qu'est-ce que tu veux? C'est dans notre nature. Oui, chaque nation, chaque nationalité, on est différent. Et moi, je pense réellement qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus peur de se faire mettre à l'index que peur du virus en tant que tel. Ce que je veux dire, c'est que si tu t'attrapes le virus, puis en fin de compte, OK, oui, je suis déclaré, je l'ai, j'ai le virus, OK, j'ai pas de symptômes, mais juste le fait de le dire à tes amis, à ta famille, on dirait qu'automatiquement, t'es comme mis à l'index. T'es rejeté. T'es comme à part. Et je pense que ce sentiment-là, il y a beaucoup de monde qui se disent, moi, j'ai pas peur, en fin de compte, du virus, j'ai peur de m'expliquer aux autres personnes que je l'ai attrapé. Il y a ce côté-là aussi. C'est pour ça que quand on parle de peur en tant que telle, la peur réelle du virus, moi je pense qu'elle est plus faible. C'est plus l'image. Regarde, hier c'est pas compliqué. Oui, parce que depuis le début c'est ça là. Depuis le début, tous ceux qui sont pour les mesures même les plus draconiennes, c'est moi je suis intelligent puis je le suis puis je comprends. Toi t'es un gros cave. Donc qui veut être dans le groupe des gros caves? Personne. Personne veut dans le groupe des gros caves. Personne. Hey, j'ai une flambée de commentaires de gens qui travaillent dans la machine. Merci de nous écrire. Puis ils disent, gars, c'est impossible. Si tu prends pas ta cause, tu monteras plus dans les échelons. C'est fini. Tu vas te faire barrer. Vas te faire parler dans le dos à machine à café. C'est fini. Tout le monde ferme le boîte, puis on suit. Puis quand on jase à la machine, on connaît nos chums. On jase des sujets avec ces amis-là, puis that's it, là. C'est tout. Mais pour moi, ça, c'est insoutenable comme constat. On peut pas juste dire, coudonc, c'est de même. On va subir ça toute notre vie, là. Je veux dire, en éducation, Jeff, c'est pareil. La promesse d'abolition de commission scolaire, quelle barque de marde on s'est fait renverser d'en face. C'est une vraie joke. Les centres de services, c'est des commissions scolaires, je vois le faire. Ben oui. Les écoles n'ont pas plus de pouvoir qu'il y en avait avant.
sais, là, ils vont nous dire, on va alors que décentraliser. les écoles devraient avoir, comme les écoles semi-privées secondaires, devraient avoir chacun leur petit CA avec les parents, ben puis oui, les gens impliqués, puis chaque école décide, puis s'il y a un syndicat, c'est un syndicat de boutique de l'école, puis chacun fait ses affaires, puis ils font juste s'arranger entre les écoles pour s'arranger les autobus ensemble, que ça se fasse. Puis quand les parents sont pas contents, ils ont pas besoin de monter au ministère, puis Voilà. ils vont à l'école, ils chialent, puis ça se règle. C'est tout. Merci, JC, très bon point. Hey, on va se faire une pause, on revient. On a une bonne nouvelle pour notre ami Dan Pou qui va venir nous parler dans quelques instants. J'ai hâte de parler à Dan. On va lui parler ici même sur Radio X dans 2-3 minutes. Jeff Fillion. Radio X. Ben bon matin, qu'est-ce qui arrive avec les barmaids? On les oublie? Beaucoup. Dan a beau penser à elle fort, ça marche pas. Inquiétez-vous pas qu'on s'ennuie de notre clientèle. Moret. Live. Lundi au vendredi, 6h.